nouvelle pour aujourd'hui, c'est que déjà, on a réussi à se connecter. Ça, j'en suis ravie. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que c'est le dernier TP de SP. Je regarde juste, voilà, sur WhatsApp, j'ai l'impression qu'on a tout le monde. Le dernier TP de SP, après, c'est fini en termes de notions. Donc aujourd'hui, je ne sais pas si en l'air, je vais avoir le temps d'aborder tout parce qu'il est assez dense ce TP-là. Donc c'est possible que je déborde sur la séance prochaine. On regardera bien le cours, vous me poserez toutes les questions qui sont nécessaires. Et ensuite, nous aborderons des exercices d'entraînement. Et puis après, j'ai de quoi vous occuper. Ne vous inquiétez pas, je prépare d'autres choses. Alors, c'est parti. Les diabètes. Donc déjà, vous remarquerez que dans le titre, c'est pas le diabète, mais les. Est-ce que vous savez pourquoi? Pourquoi on parle des diabètes? Ouais, il y a le diabète de type 1, de type 2. Oui, il y a plusieurs types de diabète. Ouais, il y en a combien au total? Ah. 4. Il y en a 5, non? Non, il y a 2 types de diabète. On va dire 3 avec le diabète gestationnel quand on est enceinte. Mais le diabète gestationnel quand on est enceinte, c'est un diabète de type 2 en fait. Donc j'aurais tendance à dire plutôt 2 types de diabète. Et ces 2 diabètes, c'est bien en SP, SVT, en terminale. Vous devez maîtriser les causes et les conséquences évidemment et les traitements envisageables pour les 2 cas. Qu'est-ce que vous savez d'un point de vue culture G sur ces diabètes? Qu'est-ce que vous savez sur le diabète et sur l'un des 2 diabètes? Si vous ne savez pas si c'est le 1 ou le 2, peu importe, dites-moi un petit peu vos connaissances, ça va me permettre, moi, de construire quelque chose avec vous et de compléter. Je crois que déjà le diabète, il n'y a pas de symptômes. Et franchement, je crois que je ne sais pas si je fais la différence entre le diabète et le cholestérol, mais je crois que le diabète, c'est la première cause de cécité en France. C'est une maladie qui en vrai peut être très grave. Alors, vous dites, c'est une cause de cécité. Ouais, le diabète de type 2 peut induire une cécité partielle. Cécité, ça veut dire ne plus voir. Mais, je ne sais pas si c'est bien ça que vous avez dit, je n'entends pas très bien. Oui, c'est ça. C'est possible, ouais, c'est possible, effectivement, parce qu'on peut avoir une atteinte du système nerveux. Alors déjà, diabète, est-ce que vous savez ce que ça signifie littéralement, diabète? Comment C'est un excès de sucre dans le sang, une hyperglycémie. Ouais. Et en fait, historiquement, on ne faisait pas de prise de sang, ça se diagnostiquait par un autre signe extérieur. La fatigue? Ouais. Mais le problème, c'est que quand on est malade, on est... Ouais. En fait, les urines sont sucrées. Les urines d'un diabète. Alors, le médecin goûtait l'urine, non, c'est une blague. Hein. Mais les urines sont sucrées et donc elles ont une odeur forte. Donc, en fait, le diabète, effectivement, c'est un excès de sucre dans le sang et quand on est à jeun, on est encore en hyperglycémie au-dessus des 1 g par litre. Et cet excès de sucre dans le sang, historiquement, on le diagnostiquait juste en analysant les urines. Et les personnes qui étaient atteintes du diabète de type 1, puisque le diabète de type 2 dit... alors, je vais vous expliquer après, mais il faut que je vous laisse la parole. Mais bon, le diabète de type 1, qui, on va dire, était le plus fréquent, même si maintenant c'est le diabète de type 2 qui est le plus fréquent. On va essayer de distinguer On a trop les de deux. sucre dans le sang. Ouais, dans les 2 cas, être diabétique, c'est avoir trop de sucre. Que je sois type 1 ou type 2, mon problème est le même. J'ai trop de sucre dans le sang et donc j'en retrouve dans les urines. Par contre, la cause pourquoi j'ai trop de sucre, elle est totalement différente entre un diabétique de type 1 et un diabétique de type 2. Un diabétique de type 1, donc qui était les plus fréquents avant nos grosses sociétés de consommation, eh bien, c'était une personne hyperphagique. Est-ce que c'est ce que ça veut dire hyperphagique? Phage, ça veut dire. Mange. Ouais, hyper. C'est pas des personnes très maigres. Mange beaucoup. Alors, c'est quelqu'un qui mangeait beaucoup, qui avait une polyurie, donc qui urinait tout le temps.
Et parce qu'en fait, il y avait un excès de sucre dans le sang, donc dans les urines, donc une polyurie. Il faisait beaucoup pipi, il mangeait beaucoup et il était très maigre. Donc, d'un point de vue symptomatique, quand on voyait quelqu'un de très maigre alors qu'il mange beaucoup et qui urine beaucoup avec une odeur suspecte dans les urines, il était possible que cette personne souffre d'un diabète et c'était le diabète de type 1. Mais en fait, ce diabète-là, à l'époque, l'espérance de vie était très, très limitée. C'est un diabète dit insulinodépendant. D'accord ? Le diabète de type 2, c'est notre diabète à nous, de nos sociétés actuelles. Alors, vous l'associez à quel phénotype ? Quelqu'un de diabétique de type 2, vous le représentez comment ? C'est des gens un peu ronds. Ouais, un peu rond. Oui, c'est une maladie qu'on associe à l'obésité. Ouais, et puis des gens plutôt âgés. Oui, très bien. Exactement. Alors, c'est ce qu'on appelle le diabète de la quarantaine. Alors, 40 ans, c'est pas vieux. Hein. Bon, on va dire, allez, diabète de la cinquantaine, si vous voulez. Donc, c'est effectivement, ça atteint plutôt des personnes pas toutes jeunes. Donc, c'est une maladie qui se met en place assez tardivement. Ouais. Je n'ai pas compris, là, on parle d'un diabète précis ou de tous les diabètes, enfin des deux diabètes par rapport à l'âge ? Là, je fais un brainstorming. Je veux savoir comment vous représentez le diabète. Donc, diabète, ça veut dire hyperglycémie à jeun. Trop de sucre dans le sang supérieur à la valeur seuil des 1 g par ligne ou 1 g par litre ou valeur consigne. À jeun. Quand je suis diabétique, type 1 ou 2, quel que soit mon type de diabète, j'ai trop de sucre dans le sang et aussi j'en ai dans les urines. Ça fait partie, on va dire, des symptômes caractéristiques. Maintenant, je vais dissocier diabète de type 1 et diabète de type 2. Un diabète de type 1, phénotypiquement, ce sera un individu polyphagique qui mange beaucoup, qui est maigre et qui est polyurique, qui urine énormément. Donc ça, c'est diabète de type 1. Et une personne de type diabète de type 1 dépend de l'insuline. Il est insulinodépendant. Cette personne-là, si elle veut survivre, il faut une injection d'insuline avant chaque repas. Donc, ces personnes qui sont diabétiques de type 1, avant qu'on étudie cette maladie, avaient une espérance de vie très limitée parce qu'elles étaient en hyperglycémie constante, en tout cas après un repas. À jeun, elles étaient vite en hypoglycémie, donc syncope importante. Et votre taux de sucre dans le sang, votre glycémie, s'il n'est pas maintenu autour d'une valeur consigne qui est de 1 g par litre, ça, là, on a parlé de l'acidité, ça altère toutes vos cellules, et en particulier nécessairement les cellules vitales, vos cellules, vos neurones, vos cellules nerveuses. Donc, on finit par avoir une syncope et une mort cérébrale d'un individu qui est diabétique de type 1 parce qu'il n'arrive pas à stocker le sucre. Est-ce que ça, c'est clair pour tout le monde? Il est insulinodépendant. Il dépend d'une molécule, l'insuline. On va voir ce que c'est. Heureusement, maintenant, on diagnostique rapidement un diabétique de type 1 et il a un traitement, injection d'insuline. Là, je fais un brainstorming. Il y a un autre type de diabète qui est dans un court terme moins nocif, si j'ose dire, c'est le diabète de type 2, le diabète de la quarantaine, diabète lié effectivement à un surpoids, à l'obésité. Et bien là, il ne dépend pas de l'insuline. On va voir, il est compliqué à comprendre celui-ci. En tout cas, dans les deux cas, j'ai trop de sucre dans le sang et ce n'est pas dû à mon alimentation, si j'ose dire. Est-ce que ça va? Oui. Dites-moi. C'est clair? Si le diabète, il n'est pas dû à l'alimentation, c'est génétique. Ah. Mais il est aussi dû à l'alimentation, non? Alors, c'est ça qui est très, très compliqué. C'est que si vous dites que le diabète de type 2, et c'est vrai, il est prévalent, il est très présent chez des personnes obèses. Une personne obèse, si elle est obèse, c'est en partie dû à son alimentation, mais pas que. D'accord? C'est ça qui est très compliqué, c'est que vous ne pouvez pas dire qu'une personne est obèse parce qu'elle mange trop. Il y a des personnes qui sont en surpoids sans parler d'obésité, parce que l'obésité, c'est une maladie, et c'est une maladie dite morbide, c'est-à-dire qu'elle induit une mort prématurée de l'individu. Être en surpoids, c'est pas morbide. C'est des mots qui sont importants, parce que une personne diagnostiquée obèse, elle est prise en charge rapidement pour être soignée, parce que sa vie est en danger.
D'accord? Donc, une personne obèse, si elle est en surpoids important, avec un IMC strictement supérieur à 30, là je parle dans un jargon médical, mais on s'en moque, c'est entre autres parce qu'elle mange trop, mais pas que, parce qu'en fait, si je suis obèse, ça peut être des raisons génétiques, vous avez raison, mais ce n'est pas énorme la part de la prévalence génétique, elle existe, mais elle n'est pas grande. Ça peut être, c'est plutôt mon environnement qui fait que je vais être obèse, c'est-à-dire si je suis une personne sédentaire, si je vis toujours, j'allais dire confinée, c'est horrible. Bon, bref, de ne pas bouger, c'est pas bon du tout, parce qu'en plus, vous êtes dans des milieux chauds, votre salon, votre chambre, elle est chauffée. Et donc, quand vous êtes au-dessus de 18 degrés Celsius, dans une pièce au-dessus de 18 degrés Celsius, bah, vous prenez du poids. Et puis, il y a une autre raison, et ça, je suis en train de vous préparer quelque chose là-dessus. Les bactéries qui peuplent, qui colonisent votre intestin. Vous en avez quand même 2 kilos, donc c'est pas rien. Sur votre poids total, il y a 2 kilos de bactéries dans votre intestin. Eh bien, ces bactéries, il y en a à peu près 1000 espèces différentes, et on s'est rendu compte qu'en fonction des espèces de bactéries que vous hébergez, eh ben, vous prenez plus ou moins du poids. Donc, c'est très injuste, mais c'est une réalité. Depuis à peu près, c'est l'INRA de Jouy-en-Josas qui a publié ça il y a maintenant, je dirais une petite dizaine d'années. Sur les patients qui ont été analysés par donc, ces biologistes, on a classé en gros 3 groupes d'individus selon leur entérotype. Entéro, c'est mon intestin, type, mes types de bactéries. Et quelle que soit la nourriture que vous mangez, la sédentarité que vous pouvez présenter, eh bien, vous prenez plus ou moins de poids en fonction des bactéries qui colonisent, qui vivent en commensal avec votre intestin. Donc, c'est pour ça que l'obésité, c'est très compliqué. Ça ne sert à rien de faire culpabiliser les gens parce que pendant très longtemps, on pensait que c'était de l'hyperphagie et que c'était du laisser-aller de certaines personnes et c'est complètement faux et crétin. On peut être obèse pour des raisons de défaut. Alors, souvent, c'est un défaut en bactéries. Hein. Ça, c'est quand même hallucinant. Et puis, c'est aussi un rythme qu'on prend mal, quoi. Maintenant, on prend notre voiture, notre métro, enfin là, on prend rien, mais bref, on se déplace énormément par les véhicules roulants et puis en marchant. Et ça paraît rien comme ça, mais ça, au cours du temps, vous prenez 1-2 kilos tous les 2-3 ans, puis quand vous avez 40 ans, bah, ça fait beaucoup plus de kilos, puis 50 encore plus, etc. Est-ce que c'est clair? Ça pour tout le monde. Donc, il est faux de croire que l'obésité, c'est une cause génétique ou une cause alimentaire. C'est aussi pour beaucoup une cause bactérienne. Et puis, des habitudes qu'on a mal prises. Les escalators, ça n'existait pas du temps de mes grands-parents, qui n'existent plus d'ailleurs. Mais en gros, tout est fait pour moins bouger et c'est un peu dommage. Donc, ça va pour la petite digression là. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'on peut continuer? Mais madame, quand vous dites ça dépend des bactéries, et les bactéries, du coup, elles sont pas du tout génétiques. Non, c'est votre maman. Ça, c'est génial. Il y a quelques années, j'ai eu la chance d'assister à des conférences données au sein des écoles véto. Mais ce n'est pas que les vétos qui bossent là-dessus, c'est d'anciens copains d'agro qui ont travaillé là-dedans. Et en fait, en gros, le fœtus, il est dans un milieu aseptique quand il est dans l'utérus. Et à la naissance, par voie basse, il va être inoculé, on parle d'inoculation, en gros en contact avec les premières bactéries, qui sont les bactéries vaginales et fécales. C'est un peu dégoûtant ce que je vous raconte après le repas, mais c'est une réalité. Les bactéries qui tapissent le vagin et puis, on va dire, anus, côlon, etc., au moment de la naissance, c'est la première inoculation que reçoit l'enfant. Et elle est super importante parce que ça y est, il va pouvoir commencer en fait à vivre dans un milieu biotique et pas abiotique. Et ensuite, c'est le contact épidermique peau à peau. Donc, si jamais il y a une naissance par césarienne, c'est systématique maintenant, fort heureusement. Déjà, on ne le lave plus. Avant, moi, on m'a lavé. Quand je suis née, on vous lave. Là, on ne vous lave plus. Vous pourrez discuter avec les sages-femmes ou maïeuticiens de votre entourage qui vous expliqueront ça mieux que moi.
On le lave plus et on le colle sur la poitrine de la maman. Et si la maman elle a subi une césarienne, donc là elle doit être recousue, eh bien on met le bébé sur la poitrine du papa. Parce que le papa, il a des bactéries sur sa peau et il va pouvoir les transmettre. Ça y est, une première type d'inoculation au bébé. Ensuite, l'autre moyen d'inoculer un enfant, eh bien, ça va être de l'allaiter. Parce qu'en fait, il y a plein de bactéries sur la peau. Alors, le papa n'allaite pas. La maman potentiellement le fait. Et ce sont ces bactéries qui vont coloniser tout le tractus digestif du petit. Et encore plus fort que ça, le lait maternel est totalement indigeste. Il est très gras, très difficile à digérer. Et en fait, face à cet allaitement maternel, très rapidement, quelques petites bactéries qui vont ensemencer le petit, eh bien, elles arrivent à digérer certaines molécules du lait gras maternel et elles vont se multiplier. Et donc, du coup, le petit va pouvoir digérer le lait de la maman, puis après digérer le yaourt, le lait de vache que vous lui donnez, etc. Alors que dans les laits en poudre, les laits maternisés, il n'y a pas ce côté, il y a moins de molécules indigestes. Et donc, la flore bactérienne est plus pauvre d'un point de vue diversité. Et ce n'est pas des bêtises que je vous raconte, puisque c'est publié dans plusieurs revues. Et effectivement, en fait, quand on fait des analyses en milieu hospitalier chez des jeunes obèses, statistiquement, il est très fréquent et ils n'y sont pour rien, et la maman n'y est pour rien non plus, qu'il soit né par césarienne et qu'il n'ait pas été allaité. Voilà. Donc, si jamais vous êtes né par césarienne, ne vous mettez pas à hurler « Ah, j'ai pas assez de bactéries, ça va mal aller ». Il y a d'autres moyens d'inoculer un individu, même adulte, mais bon, en gros, c'est vos 3 premières années de vie qui sont essentielles dans le développement des bactéries qui vous recouvrent, quoi. Vous en avez partout, hein, dans les poumons, vous en avez tout ce qui est au milieu extérieur. On a vu en tronc commun le milieu intérieur, le sang et la lave, là, il n'y a pas de bactéries, en tout cas pas à ma connaissance, mais peut-être qu'on va découvrir qu'il y en a qui vivent en commensal, mais j'y crois pas trop. Par contre, sur tout ce qui est milieu extérieur, donc les muqueuses respiratoires, digestives, et puis appareil reproducteur, vaginal, et bien là, il y en a plein, et puis l'épiderme, votre peau, il y en a plein. Voilà, c'est passionnant. Donc, tout ça pour dire que vos bactéries, les bactéries qui vous constituent, elles sont essentielles dans les 3 fonctions vitales qui vous constituent, fonction de reproduction, de relation et de nutrition. C'est surtout dans la fonction de nutrition. Ça va pourtant, c'est une grosse digression, mais bon, que vous me des questions. Et contente de pouvoir y répondre. Donc, les diabètes, on va avoir la notion d'effecteur, on l'a vu la semaine dernière. Est-ce que vous pourriez me citer un organe effecteur en lien avec la glycémie? Je bois beaucoup, mais je ne suis pas diabétique de type 1, du moins je ne le crois pas. Alors, glycémie. Effecteur, vous ne voyez pas un organe effecteur, vous ne vous souvenez plus? Le pancréas? Non, ça va être un capteur. Ah. Effecteur, c'est celui qu'on a vu la semaine dernière et Claude Bernard s'est amusé avec celui d'un chien. You are now unmuted. Le foie, ouais, exactement. Ah oui, pardon, j'ai pas regardé. Merci. Le foie, exactement. Le foie, et il y en a 2 autres organes effecteurs, mais c'est le foie que j'attendais, parce que c'est au singulier. Juste comme on se remet un petit peu en place les idées, en plus du foie. Ouais, très bien, les muscles. Et le dernier qu'on peut citer, celui qui stocke et le tissu adipeux, bravo. Donc, effecteurs, ce sont effectivement les organes aveugles, si j'ose dire, qui ont comme rôle, en lien avec la glycémie, stocker, voire déstocker le sucre. Mais attention, parmi les 3 organes effecteurs que vous venez de me citer, il y en a un seul qui est capable de déstocker et c'est le foie. Bravo. D'accord. Le muscle ne déstocke pas, sauf en cas de jeûne prolongé où il déstocke des acides aminés, mais là, c'est vraiment embêtant pour l'organisme. Et le tissu adipeux, il déstocke du gras et les triglycérides qui vont être déstockés par mon tissu adipeux vont ensuite être pris en charge par mon foie pour être, par néoglucogénèse, recréer du glucose.
Capteur, eh bien, l'organe intelligent, entre guillemets, de mon organisme en lien avec la glycémie, c'est le pancréas que vous m'avez cité tout à l'heure. Donc, glycémie, c'est le taux de glucose dans le sang, on l'a vu. Capteur, je l'ai mis 2 fois. Bon, pancréas, donc il est là, à savoir orthographier, hein, il y a un S à la fin. Cellule endocrine. Est-ce que endocrine, vous avez une idée de la signification de cet adjectif qualificatif? Endocrine. Endocrine. C'est ce qui fait partie du système endocrinien. Ouais. Et alors, c'est quoi le système endocrinien? C'est-à-dire les hormones. Ouais, c'est ça. C'est le système hormonal, exactement. Endo, oui, les hormones. est-ce que vous... Ouais, tout à fait. Bravo, à face intérieure. Endo, ça veut dire à l'intérieur. D'accord. Une endocytose, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on avait vu la phagocytose, on disait que la membrane par endocytose, elle se déforme et hop, elle avale la bactérie, etc. Endo, c'est un préfixe qui veut dire à l'intérieur de. Endo, en fait, tout simplement parce que crine, c'est sécrété, crine, dans le milieu intérieur. Donc, endo, en gros, le système endocrinien, c'est le système hormonal. C'est un ensemble d'organes, de cellules qui sécrètent dans le sang, la lymphe, des molécules qu'on appelle hormones. Et donc, une hormone, ça c'est super important. Je vais prendre le temps après dans les slides qui vont suivre de vous le définir et de vous laisser éventuellement le temps de le noter. Mais une hormone, c'est une molécule qui est émise par une cellule initiale, une cellule endocrine, qui circule via le sang et qui va agir à distance, qui peut être très très loin de l'organe cible. Et cet organe cible, nécessairement, s'il est qualifié de cible, c'est que tout simplement, il présente à sa surface des récepteurs de forme complémentaire à l'hormone. Un peu comme votre neurotransmetteur avec son récepteur au neurotransmetteur. Et il y a un dernier truc, et c'est en ça que l'endocrinologie, donc la science qui travaille sur le système endocrinien, c'est une spécialité en médecine qui, enfin, à mon sens, qui est très compliquée. Parce qu'en fait, une hormone, dans ma définition, il me manque une chose, elle agit à très faible concentration. Ça peut être de l'ordre du picogramme. Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, quand vous avez vu estradiol, progestérone, testostérone, l'estradiol, c'est picogramme, son action. Et quand on est au-dessus des 200 picogrammes, elle exerce une rétroaction positive et en dessous une rétroaction négative. C'est rien, 200 picogrammes. Donc ça veut dire que ces hormones-là, leur mode d'action, donc pareil, une action en concentration, c'est à très faible concentration. Donc l'endocrinologie est pour moi une science compliquée parce qu'on travaille sur des variations très très petites en termes de concentration qui ont des effets très grand, puisque si je suis dans le cas du cycle de reproduction chez la femme, dans un cycle ovarien, si je suis en dessous des 200 picogrammes, l'œstradiol exerce une rétroaction négative et si je suis au-dessus, une rétroaction positive. Donc sur la glycémie, c'est ça qui est compliqué aussi, c'est quand on est diabétique de type 1, l'insuline qu'on va s'injecter avant un repas, ben on n'injecte pas toujours la même dose. Avant, on se pique le doigt avec un, je ne sais plus comment ça s'appelle, on a un petit truc, ma grand-mère me le faisait, enfin elle le faisait, donc je la voyais comment elle faisait. Bref, et elle appuyait et elle mettait sa petite goutte de sang sur une bandelette, un glucotest, paf, et l'engin lui indiquait sa glycémie et en fonction, elle savait quelle dose d'insuline injecter. Puis par exemple, si on savait qu'on allait faire la fête parce que c'était un anniversaire ou autre, elle mettait une dose d'insuline un peu plus grosse parce qu'elle savait que sa glycémie allait augmenter. Donc c'est très compliqué le système endocrinien. On est sur des valeurs, des concentrations très faibles, mais qui induisent des réponses physiologiques très fortes. Est-ce que ça va pour tout le monde, ça? C'est clair? Hormones, on va le noter après 30 minutes. Donc, les hormones qu'on va étudier aujourd'hui sont l'insuline et le glucagon. Vous aurez remarqué depuis 15 minutes, je monopolise là l'écran. Je n'ai parlé exclusivement que d'insuline parce que c'est l'hormone que vous devez maîtriser pour l'aspect. Mais je vais quand même un tout petit peu évoquer le glucagon qui est en fait l'hormone qui a l'effet contraire à l'insuline. En gros, après un repas, je viens de manger, ma glycémie diminue grâce à l'insuline qui est une hormone
hypoglycémiante, c'est-à-dire qu'elle va induire une diminution de la glycémie, autrement dit, elle induit un stockage par mon foie, mes muscles, mon tissu adipeux. La nuit et le matin, avant de manger, je suis à jeun et je suis quand même en pleine forme en me réveillant parce que j'ai sécrété une autre hormone qui a un effet inverse de l'insuline, c'est le glucagon. J'en sécrète moi sur une journée. Et ce glucagon, c'est une hormone hyperglycémiante. Elle va induire le déstockage exclusivement par le foie de glucose. Donc, hypoglycémiant, ça va être une hormone qui va induire une hypoglycémie, donc une diminution du taux de glucose dans mon sang. Autrement dit, elle va induire un stockage. Hyperglycémiant, donc l'hypoglycémiante, c'est l'insuline. Hyperglycémiante, c'est une hormone qui, comme réponse physiologique, va induire un déstockage. Donc, vous l'aurez compris, si vous arrivez bien à me suivre là depuis le début, l'insuline, elle est hypoglycémiante et elle présente des récepteurs sur le foie, mais aussi sur les cellules musculaires et sur les cellules adipeuses. Le glucagon, qui est une hormone hyperglycémiante, ne présente des récepteurs que sur un de ces 3 organes, qui est Le foie. le foie. Seul le foie est capable de déstocker. Ça veut dire que seul le foie est capable d'avoir l'info déstock. Et l'info déstock, c'est l'info glucagon. Donc, les récepteurs au glucagon, on va les trouver exclusivement à la surface des cellules hépatiques du foie. Boucle de régulation. Eh bien, une boucle de régulation, c'est regarder au sein d'un cycle. Je peux me mettre n'importe où. Je vais vous le dessiner, il est sur une diapositive qui suit. C'est montrer que, quels que soient les facteurs environnementaux, je peux manger, je peux être à jeun. Ma glycémie, elle reste aux alentours de 1 g par litre grâce à mes capteurs pancréatiques qui sécrètent en fonction de ce qu'ils ont capté, l'info captée. Soit si je suis en hyperglycémie, ils vont sécréter de l'insuline. Si je suis en hypoglycémie, ils vont sécréter du glucagon, de sorte que globalement, sur une journée, ma glycémie reste constante aux alentours de 1 g par litre. Et le diabète est une maladie, c'est le dernier mot, qui se caractérise par une hyperglycémie. Il faut toujours préciser dans une définition, c'est une hyperglycémie à jeun. Parce que juste après un repas, je suis un petit peu en hyperglycémie. Très rapidement, l'insuline, le pancréas capte, sécrète de l'insuline et je suis en train de stocker là actuellement, puisque comme vous, j'ai mangé. C'était très bon d'ailleurs, des pâtes hyper bonnes. Mais là, je suis en train de stocker. Voilà. Voilà. Ouf, sympathique. Ouais, donc vous avez raté le DP pancréas. Donc ça, c'est un petit pancréas de lapin. Vous remarquerez que c'est une forme un petit peu en feuille. Je ne sais pas si ça va, tout le monde a l'estomac bien accroché. Donc là, en fait, vous voyez qu'il y a plein de vaisseaux sanguins. Donc s'il y a plein de vaisseaux sanguins, c'est que c'est une, sans finalisme, mais relation structure-fonction, une structure riche en vaisseaux sanguins, c'est une structure qui communique beaucoup. D'accord? Et cette communication, nécessairement, vaisseau sanguin, elle est hormonale. Donc là, déjà, c'est un petit peu, si j'ose dire, une anticipation quant au rôle endocrinien du pancréas. En plus, il a une fonction exocrine. Il est quand même exceptionnel, c'est-à-dire qu'il sécrète à la fois des choses dans le sang, des molécules dans le sang, des hormones, mais aussi, il sécrète des molécules dans le système digestif, il a un rôle digestif. Donc, ce pancréas, il est riche en vaisseaux sanguins, richement vascularisé, ce qui lui permet finalement, bonjour Léo, Bonjour. de sécréter donc des hormones dans le sang. Et puis, il y a un autre truc aussi, il a une forme un petit peu en feuille qui va augmenter la surface d'échange. Est-ce que tout le monde comprend ça? L'idée d'avoir cette grande surface, quoi. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui, ça va. Quand on dissèque, alors, on le fait pas, le lapin, on le dissèque en veto, mais la souris, avant, on disséquait au lycée. Et puis, on dissèque aussi en prépa et en veto. Quand on dissèque le pancréas de souris, il est compliqué à trouver. Il est au contact ici, paf, de l'intestin. Et on a souvent l'impression que c'est du gras, mais c'est pas du gras du tout. Hein. C'est une forme un peu rosée,
rose parce qu'il y a plein de vaisseaux sanguins, et donc sécrétrice d'hormones. Alors, on va passer à l'image qui suit. Voilà. Alors là, elles sont pas de moi, hein, ces photos-là. Coupe de pancréas humain chez un individu non diabétique observé à la loupe à gauche, ouais. Et au microscope, enfin c'est loupe binoculaire à gauche, hein. Et au microscope optique x100. Bah, là, je vais juste me mettre en grand parce que j'ai du mal à voir. En fait, je viens de voir, si je me mets en grand, je n'ai pas vos commentaires. Alors, je vais me remettre en petit écran parce que sinon, je ne vois pas. Il faudrait que je regarde un peu mieux comment ça fonctionne, mais sur classe virtuelle, quand vous me parlez, j'ai un petit bruit dans l'écouteur et je sais qui me parle, mais là, je ne vous vois pas en fait. Donc, je vais laisser en petit écran, c'est pas grave. Donc, à gauche, pancréas, humain chez un individu non diabétique. Donc, ça, c'est votre référence. Je vais partir. Hop, on grossit. Hop. Ici, x400. Alors, vous devez remarquer, et ça, c'est pas évident. Donc, aujourd'hui, tant pis, vous faites pas de microscopie, c'est pas dramatique. Mais normalement, j'aurais dû vous montrer au microscope, il y a deux types de cellules. Ici, là, des cellules un peu claires en paquet et des cellules ici un peu plus foncées. Est-ce que vous arrivez à voir la nuance entre les deux sur ce cliché-là? Ou pas trop? Lesquelles les plus claires? C'est celle qui forme un îlot ici, une petite île là regroupée. Et c'est les noyaux en noir? Alors, les noyaux sont effectivement ceux qui prennent le plus le colorant. D'accord. Donc ça, c'est une coloration à les malins et Eosine. Et Eosine, c'est du rouge, d'accord? Les malins, c'est plus foncé. Et en fait, donc les petites structures rondes foncées sont les noyaux. Et autour, un peu rose clair, c'est le cytoplasme. Et là, il y a d'autres types de cellules. Donc, ce que je veux juste que vous compreniez sur ce cliché de coupe de pancréas humain chez un individu non diabétique de référence, visiblement, dans le pancréas, il y a deux types de cellules. Des cellules ici qui sont en amas rond, là, qui forment des îlots, on va voir leur petit nom, et d'autres cellules qui sont aussi en amas, mais avec un cytoplasme un petit peu plus foncé. Alors, on va passer normalement à la diapositive qui suit. Tac. Ouais. Alors, ici, coupe transversale d'un pancréas individu sain, on est toujours chez notre individu sain. Alors, sur la photo x40, là, on voit bien le côté un petit peu feuille, donc grande surface d'échange. Et ici, je ne sais pas si c'est bien visible, il y a un petit îlot rose clair là. Tout le monde le voit, cet îlot-là. Il y en a un autre ici. Et là, sur la photo, franchement, c'est la seule que j'arrive à voir. Je zoome à droite, moi aussi, c'est la même photo. Là, ce sont des clichés qui sont faits par moi avec les lames du lycée. Et donc ici, vous voyez que le petit îlot, là, les cellules, elles sont bien accolées et elles sont pas loin des vaisseaux sanguins. Tiens, donc là, ça doit mettre la puce à l'oreille. Les îlots clairs, ces cellules-là, très, très regroupées, sont proches des vaisseaux sanguins. En fait, ces cellules-là, ce sont les cellules qui ont un rôle endocrinien, qui sécrètent le glucagon et l'insuline. Et cet îlot, on l'appelle îlot de Langerhans. C'est le nom de la personne qui a mis en évidence, donc c'est écrit tout en bas ici, îlot de Langerhans. Et dans ces îlots, il y a deux types de cellules. On n'a pas à les distinguer là en microscopie optique, mais il y a les cellules bêta et les cellules alpha. Et ces cellules bêta et alpha sécrètent respectivement de l'insuline et du glucagon. Donc, les autres cellules qui ne sont pas au programme, qui ne sont pas dans les îlots de Langerhans, sont des cellules qui sécrètent des hormones, des sucs digestifs, pardonnez-moi, des enzymes de digestion. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que je peux passer à la suite? Vous avez les cheveux qui poussent, hein? Ah bah, ouais. Ah là, on coupe plus. Hein. Allez. Ah, voilà. Alors, vous avez échappé à ce TP que je n'apprécie pas plus que ça, qui est le TP Mesurime. Parce que l'idée était de mesurer la surface d'un îlot de Langerhans et de le comparer chez un individu sain par rapport à un individu malade. Donc, sur Mesurime, ici, je me suis amusée à colorer l'îlot de Langerhans que j'avais repéré ici
est celui que j'avais repéré là. Ici, je vous ai pointé les vaisseaux sanguins. Vaisseaux sanguins, pour moi, ça veut dire communication hormonale et je constate qu'ils sont proches des îlots de Langerhans. Regardez, là, il y en a un qui est complètement accolé à l'îlot de Langerhans. Donc, c'est un argument fort pour dire que l'îlot de Langerhans a un rôle endocrinien, un rôle hormonal, un rôle de communication via la circulation sanguine. Donc là, je vous ai juste pointé ces trucs-là. On va passer à la diapositive qui suit. Rappel, donc c'est là où éventuellement, ceux qui aiment bien prendre des notes, j'ai regardé un petit peu le cours de Monsieur Auro, je ne l'ai pas regardé dans sa totalité, mais il a tendance à parler lentement pour que vous preniez des notes, ce que je ne fais absolument pas. Et je pense que ça peut être une bonne idée aussi. Parfois, je ne prends pas un train. D'accord, j'aimerais bien, mais ce n'est pas possible. Donc, si vous avez besoin de prendre des notes ou là de faire un petit peu le point sur ce qu'est une hormone, cette diapositive-là, elle est vraiment importante en termes d'apprentissage pour vous, en termes de culture G. Pour ceux qui poursuivent en sciences, en SVT, c'est le truc à maîtriser. Vos enseignants du supérieur considéreront que le mot hormone, vous le connaissez depuis la première. Donc, si vous ne savez pas qu'une hormone, c'est une molécule, donc nanométrique, qu'elle est émise par une cellule appartenant à un organe spécialisé dit organe endocrinien, qu'elle circule par le sang, qu'elle agit à distance. Le mot distance, il est important. Parce que je vous rappelle que votre adéno-hypophyse, qui est là à la base de votre crâne, elle sécrète, l'adéno-hypophyse, elle sécrète plein d'hormones. Elle sécrète la LH, la FSH. Et la LH et la FSH, aussi bien chez les filles que chez les garçons, ça agit au niveau testicule et ovarien. Autrement dit, on est vraiment très très loin. Alors, on est sur deux extrémités. Donc, c'est super important que vous reteniez action à distance. C'est important. Parce que certes, mon système nerveux, il est très, très bien fait et il agit à distance encore plus rapidement que le système hormonal. Mais je vous rappelle que chez les plantes, il n'y a que le système hormonal qui fonctionne en termes de communication. Et un arbre, c'est plus grand que moi, largement. Et ça circule. D'accord? Alors, pas par le sang, par la sève, mais ça circule. Spécifiquement sur des cellules cibles, le mot spécifique, maintenant vous êtes en fin de terminale, vous maîtrisez absolument ce vocabulaire. Spécifique, ça veut dire que nécessairement une hormone, elle dispose d'un récepteur de forme complémentaire. Est-ce que ça c'est clair pour tout le monde? Ça va ou pas? En gros, ça c'est un bougeoir, magnifique bougeoir, n'est-ce pas? Eh bien, il a une forme spécifique qui permet de déposer la bougie. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc, à l'échelle moléculaire, c'est pareil. Si vous trouvez une cellule cible d'une hormone, c'est que nécessairement à la surface de cette cellule cible, vous avez des récepteurs de forme complémentaire à l'hormone. Et enfin, ça c'est hyper important, une fois que votre hormone elle s'est posée sur son récepteur, elle va entraîner, elle va induire une réponse physiologique. Et ça, c'est souvent l'expression réponse physiologique, le truc que tout le monde décrit, mais généralement derrière vous ne voyez pas ce que ça signifie. Une réponse physiologique, là il y a un petit schéma, c'est tiré d'un ancien manuel de première. Vous avez votre cellule endocrine, elle sécrète des petits triangles qui sont les hormones qui circulent via le sang en faible concentration, qui agissent en se posant sur un récepteur et qui induit une réponse. C'est quoi cette réponse? Eh bien, la cellule qui reçoit l'info, elle peut faire plein de choses. Soit elle va se diviser, exemple la progestérone qui agit sur les cellules endométriales et qui induisent une multiplication cellulaire. Ça, c'est un premier exemple de réponse physiologique. Un deuxième, ça peut être que une fois que l'hormone s'est posée sur le récepteur, elle va induire l'expression de certains gènes au niveau du noyau qui, par exemple, vont se mettre à produire des protéines de type canal. Exemple, et là, essayez de vous concentrer parce que ça devient compliqué. Si je suis la cellule pancréatique ici et que je viens de capter une hypoglycémie, alors je vais larguer dans le sang le glucagon. Le glucagon va venir se poser ici sur un récepteur au glucagon à la surface des cellules du foie. Et ce foie, il va se mettre à produire des canaux qu'on appelle GLUT4 ou GLUT2, ça c'est totalement un programme. Et ces canaux-là sont des canaux à glucose et vont permettre la sortie du glucose.
En gros, votre cellule, elle ne travaille pas pour rien. Elle ne produit pas constamment des canaux qui transportent le glucose. Elle en produit au moment où c'est opportun. Est-ce que c'est clair ça pour tout le monde? Une réponse physiologique, ça peut être me mettre à produire une protéine, me mettre à multiplier quand je suis une cellule. Est-ce que ça va? Est-ce que je peux continuer? Ça va ou pas? Oh là là, il est déjà 14h17. Il faut que je me dépêche. Alors, ah ben non, tant mieux. Attendez, je vais juste voir. Ça m'énerve. Est-ce que vous avez aussi sur l'écran un... Ah, mais je sais pourquoi. Voilà, je viens de trouver. Organisme de l'insuline et ses effets. Donc ça, c'est archi simple. On va regarder vite fait, mais tout simple. Cellules hépatiques, cellules du tissu adipeux, cellules nerveuses, cellules musculaires, présence ou absence de radioactivité. Donc là, c'est un traçage organe cible de l'insuline. Donc en gros, on a injecté de l'insuline qu'on a radiomarqué. Donc souvent, on a un son de radiomarqué. Ça, c'est ce qu'on utilise beaucoup en labo. Et ça permet de tracer l'insuline. Et on va regarder où on observe de la radioactivité. Et là, vous constatez qu'on observe de la radioactivité au niveau des cellules hépatiques. J'en déduis qu'il y a des récepteurs à l'insuline sur les cellules du foie. Hépatique, ça veut dire foie. J'en déduis que l'insuline agit sur le foie. Tissu adipeux, j'en déduis que l'insuline agit sur le tissu adipeux. Cellules nerveuses, non. Donc, j'en déduis que l'insuline n'agit pas sur les cellules nerveuses. Les cellules nerveuses ne sont pas un organe effecteur. Elles ne sont pas là pour stocker du sucre. Hein. Ce n'est pas leur rôle du tout. Donc, les cellules qui stockent le glucose sont les cellules hépatiques, les cellules du tissu adipeux et les cellules musculaires. Est-ce que ça va? Je suis allée vite sur celui-là. On en avait déjà un petit peu parlé. Et donc... ici à droite, vous avez, est-ce que c'est une hyperinsuline? On constate qu'après injection d'insuline, la glycémie sanguine diminue rapidement, moins de 30 minutes. Donc, au temps T0, ici, on injecte de l'insuline et on voit qu'en 30 minutes, la glycémie a diminué. J'en déduis que, et ça, il faut que vous le reteniez, que l'insuline est une hormone hypoglycémiante. Est-ce que ça va? Ça ne prend pas par cœur. Vous raisonnez 2 minutes. Hypo, ça veut dire vers le bas. Hein, pas hippopotame. Hein. Hypo, c'est dans le sens... c'est HYP. D'accord? Donc, dans le sens diminution. Est-ce que c'est clair ou pas? Oui. Bon. Ok, j'avance. Oui. Hop! Alors, un schéma made in Dalen, mais depuis, j'ai un peu progressé... sur les trucs. Donc, après un repas. Donc, après un repas, voilà mon intestin. Hop, j'ai mangé. Tac. Donc, mes petites molécules de glucose que j'avais dans mes pâtes, les pâtes que j'ai mangées ce midi, elles ne sont pas sucrées. D'accord? C'est de l'amidon. Est-ce que c'est clair ça pour tout le monde? C'est un polymère de glucose. Donc, comme elles sont cuites à l'italienne, elles ne sont pas sucrées du tout. D'accord? Parce que si je les mets trop dans l'eau, elles deviennent sucrées. Vous vous souvenez de ça? Bon. Donc, par contre, ce qui passe dans l'intestin, exactement, par digestion, par l'amylase salivaire, par l'amylase pancréatique, etc., je me retrouve à avoir des petits monomères de glucose qui passent, hop, la barrière intestinale et que je retrouve là actuellement dans mon sang. Juste à côté de mon intestin, on l'a vu par la dissection du lapin, il y a cette forme en plume, là, en feuille, qui est mon pancréas, qui est le capteur. Et lui, il a des capteurs glycémiques et il va capter l'info, tiens, plus de 1 gramme par litre, elle vient de manger. Donc, il répond immédiatement, et ça, c'est très, très rapide, par une sécrétion grâce aux îlots de Langerhans, grâce aux cellules bêta, d'insuline. Cette insuline, elle va agir sur des organes qui disposent de récepteurs à l'insuline, le foie qui n'est pas très loin, qui lui va intégrer, va faire rentrer le glucose et le polymériser sous forme de glycogène. Donc là, je stocke beaucoup. Je vais aussi avoir dans un second temps mes muscles qui stockent un peu et mon tissu adipeux. Quant à mes neurones, eux, ils ne stockent pas, mais ils prélèvent de manière régulière, constante, le glucose. Est-ce que ça va pour tout le monde? Donc ça, c'est juste après un repas. Donc, après un repas, très rapidement, alors que je viens de manger, que je suis dans une hyperglycémie, mais qui est immédiate au moment où mon glucose passe la barrière intestinale, très, très rapidement, je suis à 1 gramme par litre.
Ensuite, avant un repas, on considère que je suis en position de jeûne. Vous pouvez dire qu'une personne est en jeûne, pas nécessairement parce qu'elle fait le ramadan. Le terme jeûne, ça veut dire ne pas manger pendant plus de 6 heures. Donc, en gros, quand vous vous réveillez le matin, ramadan ou pas, vous êtes en jeûne, d'accord? Ce qui veut dire que sur une journée, globalement, vous sécrétez un petit peu d'une hormone. Puisque je suis en jeûne, ça veut dire que ma glycémie, elle aurait tendance à être faible. Donc, je vais être obligée de déstocker. Donc, l'hormone hyperglycémiante, c'est le glucagon. Donc là, vous voyez, mon intestin, il est vide. Je suis en jeûne. Ma glycémie, elle est relativement faible. Et ça, c'est capté par des cellules qui sont moins nombreuses au sein des îlots de Langerhans parce qu'en gros, je suis moins souvent en jeûne qu'en repas. Vous allez me dire, vous ne mangez pas tout le temps. Mais la digestion, c'est un processus qui est relativement lent. D'accord? Donc, ça, vous en êtes conscient. Donc, quand je suis en jeûne, eh bien, mes cellules alpha captent l'info et sécrètent le glucagon qui agit exclusivement sur le foie. C'est le seul organe à avoir les récepteurs au glucagon et qui déstocke son glycogène sous forme de monomères de glucose qui vont venir alimenter les muscles, les cellules adipeuses et puis de manière constante, évidemment, mes neurones pour que je n'ai pas de malaise vagal. Un malaise vagal, quand je m'évanouis, c'est quand je suis en hypoglycémie et une personne qui s'évanouit, souvent, à part la mettre en position latérale de sécurité, une fois que le malaise vagal est diagnostiqué, souvent il suffit de demander. Ouais, il suffit de lui demander si elle a mangé depuis longtemps et si elle a mangé depuis très longtemps, faut lui donner un sucre, voilà. Le sucre, c'est ce qui est le plus rapide, un sucre rapide, quoi. Vous ne lui donnez pas des pâtes, évidemment, si elle est allongée, ça ne sert à rien, elle va mettre trop de temps à digérer, ça peut même être dangereux. Le pancréas, un organe clé de la régulation de la glycémie, est-ce que je suis dans le temps? Il me reste 5 minutes, donc c'est super. Je ne vais pas lire ce cours-là, je vais lire un autre que j'ai téléchargé, parce que là, avec l'image, c'est juste moche, on ne voit rien. Alors, hop, je vais aller chercher un autre document que j'ai téléchargé à l'entrée dans la salle. Chercher une présentation. Je vous ai vu vous envoyer des messages. Alors, hop, vous avez mon cours, hein, je vous vois quand même. Alors, tac, je veux ça. Chapitre 2. Je confirme. Je veux. Ah, il ne veut pas. Tac, charger le. Excusez-moi, je débute un peu avec les petits. Ah, ben, je n'ai pas que forcément. Non. Allez. Il bug? Ouais. Voilà. Là, normalement, vous allez avoir. Ouais, ça a bugué là, non? Superbe. Là, normalement, vous avez une nouvelle page. Chapitre 2, la régulation de la glycémie. Est-ce que. Alors, oui. Je vous pose des questions, mais franchement, je n'ai pas réalisé que si je mets en mode grand. Ouais, Margot me dit c'est OK. OK. Donc, là, c'est le cours que vous devez recopier. Il est assez dense. Il va falloir que vous le recopiez et surtout, ne l'imprimez pas. Du coup, vous n'avez pas nécessairement d'imprimante, donc comme ça, vous ne le faites pas. Et puis surtout, je vous rappelle que l'apprentissage, il passe vraiment par le fait de recopier le cours. Je sais bien que possiblement, vous ne serez pas évalué sur cette partie. On n'en sait rien. On a une réunion plénière le lundi 11 mai le matin. Tous les profs de la Croix pour voir comment se passe le déconfinement. Sur Paris, c'est très compliqué pour les petits. J'ai encore reçu une info aujourd'hui en me disant qu'en CV, c'était pas gagné. Bref, donc je ne sais rien du tout. Ça dépend de plein de choses qui sont indépendantes de tout le monde. Bon, ça me fatigue un peu. Toujours est-il que j'espère qu'on va reprendre, mais dans l'hypothèse où vous ne reprenez pas, vous n'êtes pas évalué, puisque je vous rappelle qu'à distance, je vais vous faire des contrôles, mais les notes ne peuvent pas compter.
il faut, si jamais vous revenez avec moi et qu'il reste encore un mois, il n'est pas impossible que je vous évalue. Donc surtout, là c'est super, vous êtes tous avec moi, vous vous concentrez pendant 1 heure, je sais bien que vous apprenez autant que possible. Normalement, c'est 2 heures. Donc je vous avais mis dans le stack, essayez de faire 1 heure juste avant mon cours, mais souvent, ah ben non, je suis bête, juste après mon cours. Voilà, jusqu'à, ouais, on mange. Donc de 14h30 à 15h30, là vous avez 1 heure zen. Ce qui est bien, parce que votre cerveau, il est comme ça, il est fait comme ça. Et en septembre, vous allez tous continuer les études. Donc, s'il vous plaît, ne décrochez pas parce que ça va être une galère monstrueuse pour tout le monde en septembre, enfin, j'espère, quand on va reprendre enfin une vie normale. Bref, il faut vraiment que vous vous entraîniez à vous concentrer. Donc là, on a fait 1 heure, vous vous êtes concentrés, vous m'avez suivi plus ou moins. Il faut que l'heure là qui suive, avant que vous enchaîniez sur les maths, la philo, l'histoire géo, Zoom, etc., que vous reliez ce cours-là, que vous le recopiez. Ça va s'imprégner. Vraiment, faites-moi confiance, votre cerveau fonctionne comme ça. Je l'ai testé avant, j'étais élève avant, puis j'ai lu aussi pas mal de choses en neuro, donc c'est démontré. Faites-le maintenant. Là, c'est pas le moment, même si un Fortnite vous attend ou autre. Continuez les SVT. Après, vous faites ça, vous faites vos jeux vidéo ou vos FaceTime ou vos Zoom entre copains plus tard. Mais essayez là, dès que j'ai décroché, de reprendre le cours. Alors, je vous garde encore 3-4 minutes. Hop. J'ai une question technique. Là, je suis en train de zoomer. Vous, sur votre écran, vous voyez que je suis en train de zoomer ou vous voyez un document illisible là? Non, on voit que vous zoomez. Donc, oui, c'est nul. Donc, quand je me mets comme ça, moi, là, je me suis mise en plein écran. Et vous, du coup, c'est en plein écran aussi? En fait, quand je me mets comme ça, moi, je préfère parce que je vois mieux. Est-ce que vous, du coup, là, vous voyez le mode plein écran, mais vous n'avez plus le chat sur la gauche ni les têtes en haut. Vous avez juste le document. Non, nous, le chat, on l'a séparément de l'écran, en fait. Enfin, Ouais, pas moi. Mais bon, en fait, on donc, voit si vous zoomez sur le texte, mais le plein écran. on voit quand vous zoomez sur le texte. Ok, donc là, est-ce que tout le monde voit la page 1 du chapitre 2, la régulation de la glycémie? Moi, je ne vous vois plus et je ne vois pas le chat non plus. Je vous entends par contre. Donc, je vais juste lire avec vous. Là, vous voyez mon pointeur, c'est un petit point rouge que vous devez voir sur l'écran. Oui, on voit. La régulation de la glycémie, je veux qu'aujourd'hui, vous ayez recopié. Il est long, ce cours-là, et que vous l'ayez appris. Je vais juste lire au moins la première page et après, promis, je vous libère. Les cellules puisent le glucose sanguin et l'utilisent comme source d'énergie, on l'a compris. Toutes nos cellules. Presque. Allez. La glycémie correspond à la concentration de glucose sanguin, ça vous le maîtrisez parfaitement. C'est un paramètre physiologique dont la valeur reste stable sur 24 heures autour d'1 gramme par litre. C'est autour, parce que juste après mon plat de pâtes, elle a un peu augmenté. Et au moment où je me réveille le matin, à 5 heures, je rigole, elle est un tout petit peu plus basse qu'1 gramme par litre. Cependant, les apports de glucose sont discontinus au cours de la journée, on l'a bien compris. La glycémie augmente un petit peu après un repas, diminue au fur et à mesure qu'on s'éloigne du repas. Lorsque je suis en train de faire du sport, elle a tendance un petit peu à diminuer. En outre, la consommation de glucose par les différents organes varie en fonction de leurs besoins. Par exemple, un muscle consomme davantage de glucose au cours d'un exercice physique, on l'a compris. Comment s'effectue la régulation de la glycémie? Je vais juste lire les organes effecteurs avec l'expérience du foie lavé du TP5. Toutes les cellules de l'organisme consomment du glucose, donc toutes les cellules consomment du glucose, soit par voie aérobie, la glycolyse et la respiration mitochondriale, soit par voie anaérobie, on l'a vu ensemble, la fermentation. Les cellules peuvent effectivement exclusivement faire de la fermentation. Mes globules rouges, par exemple, font exclusivement de la fermentation, ne font pas de la respiration mitochondriale. C'est une raison toute bête, c'est que s'ils faisaient la respiration mitochondriale, ils consommeraient le dioxygène qu'ils véhiculent. Donc voilà, c'est une adaptation, c'est un peu intelligent, on va dire ça. Certaines cellules sont également capables de stocker une partie du glucose prélevé. Ces cellules stockent le glucose sous différentes formes.
Les cellules du tissu adipeux, leur petit nom c'est adipocytes, produisent des molécules lipidiques, les triglycérides, à partir de glucose puisé dans le sang. Ces triglycérides stockés dans les adipocytes sont sous forme de gouttelettes et représentent la réserve énergétique la plus importante de l'organisme. Ces réserves lipidiques peuvent être déstockées au profit d'autres cellules, donc c'est très important d'avoir ce tissu adipeux-là. Les cellules musculaires consomment de grandes quantités de glucose pour fournir l'énergie nécessaire à la contraction. Elles en stockent également une partie sous forme de glycogène, molécule obtenue en polymérisant des molécules de glucose. La transformation du glucose en glycogène, c'est ce qu'on appelle la glycogénogenèse. Hors programme, vous n'apprenez pas ce terme-là. Les réserves de glucose ainsi constituées peuvent facilement être mobilisées. En isolant le glycogène, la transformation du glycogène en glucose, c'est la glycogénolyse, hors de question d'apprendre. Le glucose ainsi obtenu ne peut pas être libéré dans le sang. Je vous rappelle que le muscle, quand il déstocke son glycogène en glucose, c'est pour lui-même, c'est pour ses propres cellules, il ne les transmet pas aux autres. Les réserves en glucose d'une cellule musculaire sont donc inutilisables par une autre cellule. Le foie joue un rôle central dans la régulation de la glycémie car il est capable à la fois de stocker du glucose et de le libérer dans le sang en fonction des besoins de l'organisme. Après son absorption au niveau de la muqueuse intestinale, le glucose d'origine alimentaire atteint le foie par la veine porte. Les cellules hépatiques ou hépatocytes prélèvent le glucose en excès et le stockent en le polymérisant en glycogène. En période de jeûne, la glycémie dans la veine porte diminue, les hépatocytes peuvent hydrolyser du glycogène et reformer du glucose. Les réserves hépatiques du glycogène jouent donc un rôle essentiel dans la régulation de la glycémie. Le foie est par ailleurs capable de produire du glucose à partir de molécules non glucidiques, comme les acides aminés. Il est très fort le foie ou le glycérol. C'est ce qu'on appelle la néoglucogenèse hors programme. Les effecteurs de la glycémie sont donc foie, tissu adipeux et muscles. Donc, moi, je vais vous demander pour mardi prochain, juste, voilà, ça va être de recopier tout ça. Pancréas, organe clé de la régulation, c'est surtout ça qu'on a vu aujourd'hui. Le foie, c'était la semaine précédente, avec ici les îlots de Langerhans, les cellules des îlots de Langerhans qui sont des cellules endocrines qui sécrètent insuline et glucagon. Et puis, je m'en doutais un peu, mais tant mieux, comme ça, on aura le temps de faire les choses bien. Ça ne sert à rien de se presser puisqu'on est dans les temps. Il nous reste quand même, parce qu'on a fait un brainstorming en début de séance, mais à traiter le cas des diabètes type 1 et de type 2. Donc là, vous êtes super déçus parce que vous ne savez pas pourquoi on est diabétique de type 1 et de type 2. Alors, comme je n'aime pas finir une séance comme ça, je vous le dis. Un diabétique de type 1, contrairement à ce qu'on a très longtemps cru et bien, et moi-même, à votre place, excusez-moi, j'ai un appel, je ne sais pas, je rappellerai. Quand j'étais à votre place, on m'enseignait ce truc qui est finalement faux, mais à l'époque, on ne le savait pas. On était persuadé que le diabète de type 1, le diabète maigre, était un diabète génétique. En gros, ma grand-mère qui se piquait à l'insuline, qui était insulinodépendante, c'est une maladie auto-immune due à la destruction des cellules des îlots de Langerhans. Vous me suivez? Donc, ma grand-mère avait au sein de son pancréas des toux. Ça va ou pas? Donc, pendant longtemps, j'ai cru que j'allais moi-même être diabétique, puisque ma grand-mère était diabétique de type 1. Et non. En fait, le diabète de type 1, la cause essentielle de cette maladie auto-immune est un choc émotionnel. C'est l'environnement qui induit une destruction aux cellules immunitaires, elles se mettent à faire n'importe quoi et elles détruisent les îlots de Langerhans. Donc, si ma grand-mère était diabétique de type 1, c'est très peu probable que l'explication était d'origine génétique, mais elle est plutôt d'origine environnementale. En revanche, quand on fait des analyses de comparaison génétique chez des jumeaux, par exemple, chez des vrais jumeaux diabétiques, eh bien, la prévalence, c'est-à-dire la probabilité que des individus soient atteints de diabète type 2, elle est plus grande en génétique, donc dans le diabète de type 2 que dans le diabète de type 1. Donc, le diabète de type 2, dit diabète obèse de la quarantaine, il a une origine génétique un petit peu plus importante que le diabète de type 1, qui est plutôt dû à un choc environnemental qui induit une destruction par les cellules immunitaires des... Madame Inès, ouais, ok, ça marche. Dû à donc à une maladie auto-immune, c'est-à-dire des cellules immunitaires qui vont détruire vos îlots de Langerhans. C'est ce que ça va pour tout le monde.
Ouais. Alors, la semaine prochaine, il faut que je vous explique pourquoi, quand je suis diabétique de type 2, j'ai une insulino-résistance. C'est-à-dire que je résiste à l'insuline. Puisque je suis diabétique, c'est que j'ai plein de sucre dans le sang. Donc, ça veut dire que mon insuline, qui normalement est hypoglycémiante, ne fonctionne pas bien. Et c'est clair, ça résiste à l'insuline. Pourtant, mon pancréas, il fonctionne. Et ça, c'est un petit peu compliqué. Il me faudra le temps la semaine prochaine tranquillement de le faire. Donc, moi, je vous demande pour la semaine prochaine, vous me recopiez le chapitre 2, vous l'apprenez. Si vous avez des questions, surtout, vous les notez. Et puis, il y avait le chat, là, le chat diabétique. Je ne sais pas si vous l'avez préparé, le sujet type ECE du chat diabétique. Vous vous souvenez ou pas? Non. Je vous l'envoie. Je suis même pas sûre de vous l'avoir envoyé. On finit ça mardi prochain. Juste avant que je valide, j'avais tout le monde, sauf Léa. Vous m'avez dit que c'est un problème de connexion. J'espère juste que ce n'est pas l'ENT qui l'a ennuyé. Fabien, je viens de voir, donc merci pour la transmission Inès. Il y avait un souci de connexion. Sinon, j'ai l'impression que donc on a récupéré tout le monde et globalement, ça fonctionne plutôt bien, je trouve. Demain, on va donc faire sur comment ça s'appelle d'ailleurs ce truc-là? Je ne sais même pas ce que je dis. Voilà, Big Blue Button. Donc WebConf qui est sur l'ENT, je vais vous envoyer, je vais créer une classe pour vous et j'aime mieux ça fonctionne mieux. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que tout le monde va bien? Oui, madame. Ça va? Ah, Sacha, oui, je vous voyais depuis tout à l'heure connecté. Oui, dites-moi. Mais du coup, le diabète de type 1, si c'est un choc émotionnel, ça peut arriver à n'importe quel moment de la vie. Ouais, mais ça arrive souvent chez les enfants. Mais c'est quoi? C'est genre un événement traumatique? Un chagrin d'amour? Ouais, ça peut être... Non. C'est souvent un événement traumatisant. Ça peut... Alors, attention, c'est pas parce que... faut pas non plus le culpabiliser. Si jamais une de mes filles développait là un diabète de type 1, je vais pas passer chez le psy en allant voir en disant mais qu'est-ce qui s'est produit comme choc pour qu'elle développe ce diabète-là avec une 1. Faites attention donc ce que je vous dis est vrai, c'est effectivement souvent associé à un choc émotionnel, mais pas toujours. Et les maladies auto-immunes, c'est compliqué en fait à diagnostiquer et c'est compliqué surtout de connaître la cause. Donc pour le moment, en tout cas, les dernières choses que j'ai pu lire dans ce domaine révèlent effectivement que le diabète de type 1, c'est plus environnemental que génétique et cette maladie auto-immune est souvent dans le panel qui a été étudié, causé par un choc. Et donc, on l'a chez les enfants. Voilà. Et donc, c'est une maladie qui finalement, qui se traite bien dans la mesure où il suffit, entre guillemets, d'avoir de l'insuline qu'on stocke au frigo. Donc, les enfants qui sont diabétiques de type 1, eh bien, ils doivent se faire, c'est des stylos maintenant, s'injecter de l'insuline avant de manger. Et on a des tests, des tentatives qui fonctionnent de mieux en mieux de greffe d'Enguerrand. En plus, il n'est pas impossible qu'à terme, c'est pas avec ces trucs-là. Alors, j'ai un peu tombé, puisque grand-mère n'étant plus vie, j'ai penché sur les diabétiques vraiment intéressés. Vous avez des connexions, maintenant, il y a des applications médicales. Et ça vous permet, il y a certains suivis au lieu de se piquer le doigt, etc. Je ne sais pas comment ça marche, mais visiblement, on est capable, pour les personnes diabétiques de type 1, d'avoir un suivi un peu moins envahissant que de faire se piquer le doigt. Elle le faisait à l'époque à chaque fois qu'elle mangeait, 3 fois par jour. Si ça bug là. Bon, bah, mais ça va mieux, ça va mieux. Ah oui, il est 14h40. Voilà, Sacha. Est-ce que le diabète de type 1, si on l'a pendant enfant, après ça va durer toute la vie? Oui. Ouais. Oui, parce qu'en fait, vous n'avez plus les cellules alpha, les cellules bêta. Et ça ne peut pas se reconstituer. Non, parce qu'en fait, sauf si on crée une immunodépression et que vos cellules immunitaires arrêtent de détruire les cellules des îlots de Langerhans. Mais des greffes peuvent se faire. Alors, par contre, du coup, je pense que la greffe en amont, elle doit être associée à une immunothérapie
pour que votre système immunitaire arrête d'attaquer vos cellules. AFAF, pour lundi, il faut apprendre le cours sur la plante. Ouais, donc pour lundi, je vous le rappelle demain en classe, mais lundi, je vais vous donner, avant la réunion avec tous les professeurs du lycée, à 9h15, je vous demanderai de vous connecter, je vous enverrai le sujet. Vous aurez, je n'ai pas encore choisi, il faut que je regarde, vous aurez 1h et demie pour le faire. Vous me l'envoyez. Et puis, moi, je le corrige. Et le mercredi qui suit, je vous propose une correction, on en discute. Et puis, les semaines qui suivront, j'ai presque fini. Là, j'en ai déjà préparé 3. Je vais préparer 2-3 petites choses qui peuvent être sympas pour continuer à vous former et aller un peu dans des domaines que vous n'avez pas vus ces 3 années au lycée parce que vous êtes sur l'ancienne réforme. Par exemple, les bactéries du côlon, vous semblez découvrir ça. Et vos petits frères et sœurs, normalement, ils maîtrisent à fond ce que c'est que des firmicutes, etc. Donc, moi, je suis en train de développer un truc là-dessus. Voilà. Je fais un peu de géole. Alan, il m'avait demandé de faire de la géole. Alors, je vais faire des petits cailloux. On va faire des petites révisions. Voilà, Faf. Donc, oui, il faut connaître le cours sur la plante pour lundi. Il y a d'autres questions? Non? Non. Tout le monde va bien? Bon, eh bien, écoutez, passez un bon après-midi, bon cours d'histoire géo à venir, là. Demain, il y a bien cours de matin, monsieur Ponton m'a confirmé. Ah, c'est demain les maths? Du coup, on n'a pas aujourd'hui les maths. Ouais, il me semble que j'avais mis sur Slack, il me semble, si je dis pas de bêtises. Vous avez maths, ouais. Je vais vérifier, je vous envoie ça sur WhatsApp, mais normalement, oui, vous avez maths après moi, je crois, de 11 à 12. Il a proposé ce cours-là en tronc commun, pas en SP. Voilà. Eh bien, bonne journée à vous. À demain, prenez soin de vous. Merci. Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir, madame. Ah, Au revoir, madame. Ah, il n'y a plus que 2.